Si je devais le refaire, je le referais 1000 fois. Parce que plus j'avance dans la vie et l'âge, plus je suis convaincu que tout ce qui n'est pas donné est perdu. La vie, elle passe en un souffle. Et je pense que la plus belle chose qui soit, c'est de donner. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je connais mon invité depuis une demi-douzaine d'années et j'ai toujours admiré son humilité, son talent, sa détermination. Mon invité d'aujourd'hui est l'un des pionniers de l'entrepreneuriat social. Pour lui, sport et impact vont de pair. Et il a prouvé à travers l'association qu'il a cofondée, Sport dans la Ville. Né à Paris, au sein d'un milieu aisé, ce bon élève intègre l'EM Lyon et se destine vers une carrière dans le marketing. Mais une crise de sens lui fait changer de cap. S'il pense d'abord à s'engager via la politique, le milieu le fait déchanter et sa rencontre avec Yannick Noah lui permettra de trouver son alignement. Aider les jeunes en difficulté grâce au sport. En 1998, il saute le pas et lance Sport dans la Ville. Le temps d'une pause, il nous parle de son cheminement vers l'entrepreneuriat social, de l'évolution de Sport dans la Ville, de sa mission clé pour trouver de l'emploi aux jeunes issus des quartiers populaires et de ses convictions pour avoir plus d'impact. Bonjour Philippe Audoux. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Je suis très heureux d'être là, de pouvoir partager avec toi une partie de mon parcours de vie. Et puis on a surtout partagé plein de belles choses ensemble avec Epic. Et qu'on n'oubliera jamais, parce que ça a été un moment où l'association avait besoin de soutien pour grandir. Merci de le dire. On va parler Epic, qui est l'organisation que je dirige et que j'ai fondée il y a quelques années de ça, et qui a financé pendant des années, qui ne finance plus aujourd'hui, mais qui a financé pendant des années ton exceptionnel projet. D'ailleurs, quand je t'entendais, je pense à mes auditrices et à mes auditeurs qui doivent écouter, qui disent « Ah, il a une voix de radio ». J'ai une voix rauque, non ? Moi, je dirais plutôt chaleureuse. Je l'ai dit, tu es né et tu as grandi à Paris auprès d'un papa dirigeant d'entreprise. Il avait d'ailleurs créé, c'était un entrepreneur, l'Institut de sondage CSA. Ta maman enseignante et directrice d'établissement scolaire. Tu as un petit frère et une petite sœur. Tu le dis toi-même, tu es issu d'un milieu bourgeois. Tu avais d'ailleurs déclaré que tu n'avais pas souvent mis le pied en banlieue. Jamais. Jamais. C'est pas un peu, c'est jamais. Jamais. Comment tu décrirais ton enfance ? Protégée, évidemment, heureuse ? C'était une enfance heureuse. J'étais avec des parents qui étaient des personnes gaies, ouvertes, enthousiastes, qui nous ont offert plein d'opportunités. Voilà, je faisais beaucoup de sport enfant, j'étais mordu de sport, j'adorais le sport à l'école. Et puis j'avais un père qui me soutenait vachement dans ma pratique sportive. Voilà, j'avais une maman très bienveillante, qui nous suivait scolairement, qui nous faisait bosser tous les soirs. C'était pas tous les soirs simple pour elle. Milieu aisé, avec des parents qui étaient très altruistes. Tu parlais de ta maman impliquée dans différentes causes et soutient d'ailleurs des personnes âgées en fin de vie. C'était là où elle passait aussi... Oui, elle enseignait. D'abord, elle aimait les jeunes, elle aimait les enfants. Elle a enseigné pendant 25 ans avant d'être directrice de son établissement. Voilà, puis c'était une personne qui s'occupait de personnes âgées, souvent en fin de vie. Elle a accompagné pas mal de personnes en fin de parcours. Voilà, c'était une personne qui donnait. Toi, comment tu voyais ça quand justement tu avais 10, 12, 14 ans, ces fins de vie Je voyais pas ça d'un très bon œil. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que c'est des sujets qui font un peu peur. Et puis quand on a 10, 12 ans, on pense pas à la mort, on pense pas... les personnes âgées, souvent, c'est des personnes avec lesquelles on n'échange pas beaucoup, alors que c'est des gens qui ont tellement à nous apprendre. Voilà, donc je voyais l'engagement de ma mère. Et puis mon père aidait aussi pas mal de jeunes en difficulté, parce que dans son entreprise, il a accueilli beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément de diplôme, qui parfois venaient même de quartiers difficiles. Il les a aidés dans leur parcours de formation et d'insertion. Et j'étais plutôt en distance et en rejet par rapport à ça. Ça m'interpellait et ça me faisait un peu peur. Tu dis, moi, j'ai pris conscience plus tard de leur générosité. J'étais assez réticent ou distant par rapport à ça. Ouais. Moi, je pense que au bout du bout, on est souvent rien d'autre que ce que nos parents nous ont transmis. Voilà, donc quand j'étais enfant, leur engagement caritatif, solidaire, c'était quelque chose que je percevais plutôt de manière négative. Et puis après, quand on devient adulte et qu'on conscientise tout ça et qu'on comprend tout ça, qu'on comprend le pourquoi de ces engagements, ça touche au cœur.
Et puis ça donne à soi-même parfois l'envie de s'engager. Mais quand eux étaient très engagés, comment ils réagissaient quand ils te voyaient peu engagé? J'étais jeune, hein, quand on a 12-13 ans, Oui. on est rarement bien sûr. beaucoup engagé. Voilà, mais je les observais, je les écoutais. Et puis à l'âge de 14-15 ans, j'ai eu ma première expérience d'engagement. Ton épiphanie. Mon épiphanie. Ton premier. J'étais en classe de seconde et je me suis investi pendant 2 ans avec les petits frères des pauvres où j'allais tous les dimanches rendre visite dans un hospice. Personne en fin de vie. Alors ouais, une personne très âgée. Très âgée. Voilà, qui avait pas d'enfants, pas de famille, qui vivait seul dans son EHPAD. Comment il s'appelait? Il s'appelait Monsieur Tournefeuille. Tournefeuille. Ouais, je me rappelle de ce nom. Voilà, il était vraiment tout seul. Voilà, je pense que j'ai dû lui faire une quarantaine de visites. J'allais le voir 1 heure ou 2 le dimanche en fin de journée. C'était pas toujours un moment très gai parce qu'il avait, je pense qu'il devait avoir pas loin de 90 ans quand je lui rendais visite. Et pourquoi tu l'as fait? Ma mère me l'a demandé. Ouais. Imposé ou demandé? Elle me l'a demandé, mais de manière assez insistante. Enfin, en tout cas, l'école nous proposait d'avoir cet engagement. Et elle m'a dit, tu vas le faire. Voilà, donc, je me suis inscrit, j'ai traîné les pieds au début. Et puis, en fait, voilà, j'ai appris. Qu'est-ce que tu conseilles à d'autres parents? Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est par la manière dont on se comporte. Moi j'aime bien l'exemple par l'engagement personnel. Je pense qu'un enfant, et je suis passé par là, il observe, il comprend plein de choses, et puis à un moment, il conscientise. Moi, j'aime pas trop donner de conseils aux gens, je pense qu'il faut, dans son attitude, essayer d'être exemplaire et inspirant. Et puis à un moment, cette exemplarité, elle va faire des petits, ou pas. Bac en poche, là tu diriges vers une prépa HEC, avant d'intégrer donc la célèbre école de M. Léon. Donc toi, tu voulais faire une grande école. À quel moment, si ça c'est intéressant, à quel moment toi tu le sais, évidemment tu as le capital culturel à la maison, social, tu as pu savoir ce qu'était une prépa, et je sais à quel point c'est important, parce qu'à quel point tu te bats aujourd'hui pour ces jeunes de sport dans la vie, de leur expliquer ce qu'est une prépa, la capacité qu'ils peuvent avoir à le faire ou pas, mais en tout cas, savoir que ça existe. Toi, c'était une évidence, tu avais un sillon tracé, c'était ce que tu voulais faire, tu ne te posais pas vraiment la question, tu étais sur pilote automatique quasiment? Oui, j'étais en seconde, j'étais pas un très bon élève, et puis je me suis réveillé en première et terminale où j'avais plutôt des bonnes notes. C'est vraiment comme ça? C'est juste tu t'es mis à travailler ou tu t'es vraiment... Oui, je me suis mis à travailler. Ouais. J'étais pas bon en sciences, en maths physique, et donc en seconde, j'étais un peu en échec dans ces matières, donc j'ai fait une terminale, une B. Ouais. Donc économique, en économie. Voilà, donc j'ai trouvé ma voie dans ces matières. Et donc, j'avais des bonnes notes en première et terminale. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'appétit de faire une classe préparatoire est venu. Voilà, et puis j'avais un père qui avait fait des études, qui avait notamment étudié aux États-Unis. À Columbia. À New York. Et donc, il m'a stimulé en disant, si un jour tu veux faire comme moi, alors quand on est enfant, on a toujours une projection souvent positive sur son père. Il m'a dit, si un jour tu veux pouvoir faire l'université de Columbia, il faut que tu bosses, il faut faire une prépa. Et donc, il m'a poussé et ça m'a stimulé. Positivement. Si tu regardes les choses différemment, 18 ans aujourd'hui, tu ferais quoi? C'est vrai que mes parents, au niveau scolaire, ils étaient exigeants. Je faisais beaucoup de sport, j'avais une vie amicale hyper sympa, j'avais plein de copains, voilà, je sortais au lycée. Mais la contrepartie de ça, c'était de bosser. Voilà. Et donc, cette exigence, je pense qu'elle m'a été utile. Et j'essaie de la reproduire moi-même avec mes enfants. Et qu'est-ce que si on était aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Philippe de 18 ans aujourd'hui? Si je te disais, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Tu as 18 ans, tu te poses cette question-là. On sait que pas mal de jeunes aujourd'hui que tu as dans l'association, parfois ils ont une vision très claire, parfois ils sont absolument perdus, ce qui est le cas de pas mal de jeunes. Tout le monde ne sait pas exactement quoi faire. Toi, aujourd'hui, tu avais 18 ans, tu savais quoi faire? Moi, je dirais Philippe de 18 ans. Tu l'étais tennisman. J'aurais bien aimé. T'aurais bien aimé, hein. Je dirais. Quand est-ce que tu as compris? Excuse-moi, quand est-ce que tu as compris que tu seras jamais tennisman professionnel? En sortant de l'EM Lyon, j'avais 21 ans. Je kiffais vraiment le tennis, j'adorais ça. Alors, j'étais un modeste 15-2, 15-3. Mais à cet âge-là, je rêvais encore peut-être un jour de devenir joueur gagner professionnel. Roland Garros. Et je suis parti en Autriche.
à Vienne, où j'ai passé 2 ans. Pour L'Oréal. Pour L'Oréal, exactement. Et là, j'ai beaucoup joué au tennis. Pour être franc, j'ai plus joué au tennis que j'ai bossé chez L'Oréal. Et j'ai fait une rencontre incroyable à Vienne. J'ai rencontré l'ancien capitaine de l'équipe de Coupe Davis d'Autriche, qui s'appelait Philippe Krajicek, qui est devenu un ami, qui est malheureusement parti depuis, et qui m'a poussé dans ma pratique tennistique. Je lui ai dit, écoute, j'ai 21 ans, je vais essayer d'aller le plus loin possible dans ma pratique tennistique. Et au bout d'un mois ou deux, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente vers une autre voie que celle du sport, parce que c'est très dur. Trop tard. Puis c'était trop tard. Et c'était trop tard. T'étais 15-2, c'était beaucoup trop tard. C'est un bon niveau, mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Exactement. Et donc là, revenons. On avait fait une petite digression. 18 ans, Oui, moi je dirais au Philippe, travaille, parce que c'est par le travail qu'on réussit. C'est par le travail qu'on s'épanouit, et puis ne te ferme aucune porte, parce que le champ des possibles dans la vie, il est incroyable. Voilà. Et c'est vrai que par le travail, on arrive à faire des choses formidables, et c'est pas forcément quelque chose de toujours bien perçu. De mon point de vue, le meilleur levier qu'on puisse avoir pour réussir quelque chose de positif dans sa vie, c'est de travailler, de s'investir, et rien n'est simple, et tout est travail. On parlait tout à l'heure de la personne que tu as rencontrée, Philippe Krajicek, qui t'a aidé à comprendre que le tennis n'était pas forcément pour toi. Il y a aussi une autre rencontre que tu fais quand tu fais un voyage humanitaire, là dans le sud de l'Inde. Donc là, tu es à l'école, puisque c'est un voyage qui va à l'école. Et là, tu as une autre petite épiphanie, un moment où tu dis, il y a un truc qui est en train de se passer. Ouais. C'était un moment effectivement très important. À la fin de ma première année à EM Lyon Business School, je suis parti 3 mois en Inde avec un groupe d'amis. On est parti avec une association pour construire une école dans le sud de l'Inde, dans un petit village perdu au milieu de nulle part, dans le Tamil Nadu. Et on a passé 3 mois là-bas, incroyable. On a été accueillis dans un village qui avait ni eau courante, ni électricité. Les gens vivaient de rien et nous ont accueillis avec une générosité hallucinante. Voilà. Et nos journées, elles se terminaient tous les soirs. Il y avait un cérémonial avec les jeunes du village, les enfants du village. Je sais pas, il y avait 500 ou 600 enfants dans le village. On faisait une partie de volley-ball avec tous ces enfants. Et c'était des moments de joie, de partage absolument incroyables. Et je pense qu'au travers de cette expérience, j'ai conscientisé ce que le sport pouvait apporter comme joie à des enfants ou des gens qui n'ont rien. Et je pense que les racines de Sport dans la ville, que j'ai créé plus tard, elles se trouvent quelque part en Inde, au fin fond du Tamil Nadu. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu commences à conscientiser aussi l'entrepreneuriat social. Là, tu commences à voir petit à petit, parce que là, tu es dans une des meilleures universités de France. Et là, l'entrepreneuriat social, ça n'existe pas. Ah non. Déjà, d'ailleurs, l'entrepreneuriat à l'époque, oui, ça n'existe pas. Alors, l'entrepreneuriat social, alors là, c'est... Et moi, de ma promo, j'ai terminé en 94. Alors, à l'époque, on était 300 dans les promos. Maintenant, ils sont un peu plus dans les business schools. Mais je suis le seul à m'être investi dans un projet associatif. Et depuis, il y a eu plein d'autres promos. Il n'y a pas tant d'élèves que ça, ou d'anciens élèves que ça, qui s'investissent dans des projets de l'économie sociale et solidaire. Tu nous as parlé de ce séjour de L'Oréal en Autriche. Là, comme tu te poses des questions, tu travailles pas beaucoup, il faut dire, mais en tout cas, tu te poses des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de travailler pour une marque, vendre des produits? Tu as vraiment cette quête de sens, tu te sens pas du tout aligné, tu sais que c'est un terme que j'utilise très souvent, cet alignement. Même jeune, tu t'es rendu compte que... Ah oui, j'étais pas aligné. Et ça n'était pas là. Et là, tu décides de t'engager. Ouais. Alors, c'est un moment, tu vas nous raconter ça. Oui, je vais raconter parce que c'était aussi une période de vie intéressante. De ma lointaine Vienne, si j'ose dire. J'avais 21 ans. Je n'étais pas très heureux chez L'Oréal. Enfin, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. J'étais pas aligné. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un truc pour aider des gens en difficulté. Et puis, je me disais, le sport, je venais de passer 2 années à faire du tennis quasiment tous les jours. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et de manière naïve, j'ai imaginé qu'un moyen d'aider des gens en difficulté, c'était d'avoir un engagement politique. Voilà. Et mon père avait un ami d'enfance à l'époque, donc on était en 94-95, qui s'appelait Charles Millon. Très connu. Qui était ministre de la Défense. Qui a été ministre de la Défense. Il était encore... Non, pas en 94. Il était ministre de la Défense. D'accord. Ministre de la Défense, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une sommité. Oui, enfin, il était ministre président Chirac. Et quand je rentre d'Autriche, je vais le rencontrer, il me reçoit dans son
dans son bureau de ministre de la rue Saint-Dominique ou de la rue de Grenelle, je me rappelle plus où était. Voilà, il me dit, écoute, si tu veux t'engager, c'est super, il faut que tu ailles en région lyonnaise, parce que voilà, c'est là-bas que je peux te proposer des choses. Bon, et puis moi, j'avais 20 ans, je rencontre un ministre pour la première fois de ma vie, il me dit que pour s'engager, pour aider, il faut aller en région lyonnaise. Bon, tu déménages. J'avais fait mes études à Lyon, donc je connaissais un peu la ville, et je déménage. Voilà, et je déménage à Lyon, donc je trouve un job chez Paribas. Alors là, en matière de désalignement, on ne pouvait pas faire pire, si j'ose dire, parce que voilà, il fallait que je puisse me nourrir quand même. Je me retrouve dans l'environnement bancaire qui était aux antipodes de mes aspirations du moment. Et puis, je me retrouve à Lyon au moment où il y avait des élections régionales qui avaient lieu en 96-97. Et donc, je participe au premier mois de la campagne régionale. Et alors là, je découvre un monde que je méconnaissais totalement. Donc, je me retrouve dans les coulisses de la campagne. Ouais. Et là, on peut pas dire je me retrouve dans le caniveau. Ouais. Je me retrouve voilà, dans un environnement de calcul, dans un environnement où finalement son pire ennemi, c'est celui qui est à côté, qui peut peut-être prendre une place à la place de la vôtre, sur une liste et tout ça. Et je découvre un environnement d'une médiocrité humaine assez affligeante. Et t'étais naïf pour pas l'avoir vu avant. Tu posais même pas la question. Ton papa t'avait pas prévenu. Pourtant, mon père connaissait un peu ces environnements. Il faisait des sondages sur ces sujets. Mais il faisait que ça. Voilà, j'avais un père qui était assez libéral, dans le sens où il disait, voilà, si mes enfants ils ont envie de partir dans telle voie, qu'ils y aillent. T'apprendras. Voilà, qu'ils fassent leur chemin et puis ils vont apprendre de leur route. Il m'avait quand même formulé quelques réserves. Mais c'était ce que j'avais envie de faire, et puis j'étais parti bille en tête. Et puis au bout de 2 mois, donc je suis à Lyon, je me rends compte que c'était absolument pas un environnement pour moi, et c'était surtout pas un environnement où j'allais pouvoir m'épanouir et aider des gens en difficulté. J'étais chez Paribas, j'étais au fond du trou. le moral à zéro. Mais il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis là. L'engagement que tu avais politique, très tôt, tu l'as su, t'étais déjà engagé, plus jeune. Jamais. Tu t'es dit, il y a un alignement forcément entre je veux aider les jeunes et le pouvoir politique. Exactement. Je me suis dit, dans la sphère publique, tu as totalement raison. Dans la sphère publique, si on veut, normalement, quand on veut aider les gens, être élu, et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'élus qui sont en première ligne, je pense notamment aux élus locaux, ce sont souvent des sacerdotes, ce sont des gens qui ont des engagements incroyables. C'est très dur. Incroyable. Voilà, mais à 20 ans, j'imaginais qu'on pouvait sauver le monde ou changer le monde en faisant de la politique. Et ta vision de la politique, toi qui as passé beaucoup de temps, et quand tu as passé beaucoup de temps avec des politiques, justement, en sachant ça, tu es un peu moins naïf, tu te rends compte que, parce que ça ne s'est pas forcément amélioré, quand tu as des élections, les gens vont combattre pour avoir une place dans une liste, même parfois même pas éligible, tu te rends compte de la vacuité parfois de ces élections, mais il n'empêche, moi je le pense, je suis pro-État, je pense que, comme tu le dis très justement, c'est un sacerdoce pour beaucoup, et qu'on en a besoin quand même de femmes et d'hommes politiques fortes, bien sûr, talentueuses, et donc toi, comment depuis ce moment-là où tu étais parti en courant, comment tu vis ça aujourd'hui ? Alors bien sûr, dans ma mission à Sport dans la ville, depuis le premier jour, je côtoie beaucoup d'élus. Très important locaux, dans ton modèle. Régionaux, nationaux. C'est un monde dur. C'est un monde où on ne se fait pas de cadeaux, c'est un monde où on peut se retrouver traîné dans la boue en place publique. Je trouve que c'est dur. Et en même temps, on a besoin d'avoir des gens de qualité, parce que aujourd'hui, quand on gère une collectivité, une commune de 40 ou 50 000 habitants, c'est un vrai job. Et on a besoin de gens avec des convictions, une colonne vertébrale, un fighting spirit. Et donc, bien sûr qu'on a besoin de nos élus. Voilà. Mais après, il y a un système qui est ce qu'il est. Mais moi, j'ai vu des gens super devenir moins bons humainement en contact avec ce système. C'est pas simple. Il n'y a pas de réponse toute faite et il n'y a pas de solution toute faite. Mais je trouve que c'est un monde dur où on ne se fait pas de cadeaux. Où il n'y a pas beaucoup de sentiments. Et je pense que j'avais besoin d'être dans un projet de cœur et d'être dans un projet où il y avait des sentiments. Donc là, après le 2e mois, tu dis comment je fais pour m'échapper ? Exactement.
Comment tu fais ça? Comment tu expliques à Charles Milon? Je me suis mis en retrait, j'étais moins présent. Et voilà, voilà, t'as disparu petit à petit. Ouais, je me suis désengagé petit à petit. Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et moi, j'aime bien... Il y a une phrase de Zweig que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup lu Zweig en Autriche. C'était un très grand écrivain. Et Zweig, il disait que l'ombre n'est jamais que fille de la lumière. Et quand il y a de l'ombre, il y a forcément de la lumière. Voilà. Et donc, dans ce grand moment de déprime, un soir, j'allume mon téléviseur, un dimanche soir, je tombe sur l'émission d'Anne Sinclair, 7 sur 7, TF1, l'invité de l'émission, Yannick Noah. On était en janvier 97. Et Yannick Noah, c'était mon idole sportive. Quand j'étais gamin, j'étais mordu de tennis, j'avais la chance d'aller à Roland-Garros, je l'ai vu jouer plusieurs fois sur le Central. Voilà, c'était pour moi quelqu'un d'iconique, à la fois dans ce qu'il a réussi d'un point de vue sportif, et puis dans son charisme. C'est toujours quelqu'un de charismatique et d'engagé. Et donc dans l'émission d'Anne Sinclair, il parle en fin d'émission d'une association, Faites le Mur, qu'il avait envie de créer pour aider les jeunes des quartiers sensibles à s'initier à la pratique un peu élitiste du tennis. Et en l'écoutant parler, je me dis, mais c'est génial. Eureka, mais ça c'est pour moi. Voilà ce que j'ai envie de faire. Comment tu fais? Parce qu'à l'époque, n'oublions pas, tu n'as pas Instagram, il n'y a pas de LinkedIn. Tu es devant chez toi, dans ta studette de Lyon, tu vois ça sur 2 mètres carrés. Ouais. À ce moment-là, comment tu dis, c'est ça, il faut que je le contacte? Mais quand il a parlé de son projet, ça m'a foudroyé. Tu vois, ça a été un love at first sight, quoi. Ça arrive sur toi. Et je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. Et donc, le lendemain matin, on était le lundi, je vais chez Paribas, en traînant des pieds, parce que j'avais vraiment pas... J'étais désaligné. J'achète l'équipe, et ce jour-là, dans l'équipe, il y avait une interview de Noah, où en fin d'interview, il reparle de son association, du fait qu'il avait proposé le projet au président de la Fédération française de tennis, qu'il n'était pas trop soutenu, et tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, ce truc. Il faut que j'arrive à entrer en contact avec lui. Et du coup, j'appelle la journaliste qui avait écrit l'interview de l'équipe en disant, voilà, vous avez interviewé Noah, il parle de son association, comment est-ce que je peux rentrer en contact avec lui? Elle dit, écoutez, moi, le seul contact que j'ai, c'est son agent, voilà son numéro. Elle te le donne, quand même. Elle me donne. Vous pouvez le contacter. Et on était le lundi, avant d'appeler l'agent, je me dis, il faut que je puisse proposer quelque chose. Donc, si demain, on lance un projet à Lyon, dans un quartier difficile, à Vaux-en-Velin, il va falloir financer des terrains de tennis. Donc, le lundi, après-midi, je passe 2-3 coups de fil à mon père, et puis à 2-3 dirigeants d'entreprise que je connaissais, en leur disant, si jamais on crée un centre de tennis dans un quartier difficile... Est-ce que vous le financerez? Est-ce que vous nous ferez un don pour... Oui, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur nous. Et donc, le mardi matin, je retourne au bureau, j'appelle l'agent de Noah, en me présentant, en lui disant, voilà, j'ai entendu Yannick parler de son projet, c'est génial, je suis à Lyon, il y a des quartiers difficiles, je suis prêt à aider. Je suis 15-2. Je suis partant. Voilà, j'ai quelques chefs d'entreprise qui seraient prêts à filer un coup de main s'il faut financer la construction de terrain. Et alors? Il dit, très bien, je lui en parlerai. Je raccroche. Il venait juste de gagner la Coupe Davis pour la 2e fois avec l'équipe de France. Donc, il était hyper sollicité. Je me suis dit, peut-être que l'agent a 50 coups de fil, comme ça. Bon. L'après-midi, l'agent me rappelle en me disant, Yannick vient juste de passer au bureau. Il est hyper intéressé par votre proposition. Est-ce que vous seriez disponible pour le rencontrer demain à Paris? Oh, le rêve. Je dis oui. Donc, on s'est retrouvé au Royal Monceau à Paris. Le rêve, t'as 22 ans. J'avais 22 ans. Je l'avais vu 2 jours avant à la télé. J'avais lu son interview la veille dans l'équipe. Et on passe 1 heure ensemble à discuter où il m'explique de son projet, le feed pass, je trouve ça génial. Je lui dis, écoute, moi je veux bien qu'on essaie de créer le premier centre de ton association à Lyon. Pas de problème, top là, et c'est parti. Et 6 mois plus tard, on inaugurait le premier centre de Faites le Mur au Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin, où on a construit et rénové 2 terrains de tennis. Et pour moi, ça a été le début de l'aventure de sport dans la ville, parce que bien sûr. J'ai découvert ces quartiers. Alors, parce que dans la période de mise en place du projet, toutes les semaines, j'allais rencontrer la mairie de Vaux-en-Velin, mobiliser les acteurs locaux, essayer de faire en sorte qu'on trouve une équipe pédagogique qui allait porter ce programme de tennis. Voilà. Et quand le centre a ouvert ses portes, en septembre 97, moi, tous les samedis,
j'allais coacher. Ça allait, tu mettais à profit ton talent de tennisman. Ouais, mon talent modeste, mais en tout cas, tu le faisais. J'allais coacher. Je passais 6-7 heures la journée avec des jeunes qui avaient entre 7 et 16-17 ans. Et là, j'ai rencontré des jeunes fantastiques. Et là, ton regard par rapport justement à ces quartiers, à ces milieux populaires, ces quartiers populaires, qui étaient auparavant à travers le média, à travers la prise de médias. Tu n'as jamais été là-bas, c'était ce que les gens pouvaient dire. Là, tout d'un coup, toutes les semaines, tu passes du temps avec des gens exceptionnels qui sont au quotidien. Est-ce que ça te fait, là aussi, ça te fait totalement changer ta perception et là, tu dis, mais il faut les aider encore plus. Il faut qu'on arrive à démontrer et surtout à montrer que le visage qui peut être partagé n'est pas le bon. Là aussi, tu as un moment, tu dis juste, mais on a des années-lumière. Ouais. Là, il y a une prise de conscience très forte et il y a une colère positive qui naît au fond de moi, où je me dis, mais en fait, ces quartiers, on n'en entend parler que quand il y a des voitures qui brûlent. Et moi, là, je suis tous les samedis sur le terrain avec des dizaines de jeunes, des jeunes fantastiques, qui ont envie de réussir à l'école, qui ont envie, pour les plus grands, de réussir une formation, trouver un job. Il y a plein de talents, il y a plein d'envie, il y a plein d'énergie, mais il faut les aider. Et on ne peut pas les enfermer dans cette image totalement négative où on ne parle des jeunes des banlieues que quand il y a des voitures qui brûlent ou des trafics de stupes. Voilà. Et en fait, ce que je vis au contact de ces jeunes à Vaux-en-Velin me révolte un peu au fond de moi en me disant je ne peux pas rester comme ça, il faut qu'on leur tende la main, il y a trop d'énergie, il y a trop de talent pour qu'on ne les mette pas en avant et surtout qu'on ne leur permette pas de réussir, parce que c'est vrai que nul ne choisit l'endroit où il naît, et quand on est dans un quartier difficile, on part de plus loin. Mais c'est pas parce qu'on part de plus loin qu'on peut pas aller plus haut, quoi. Et ça, depuis cette expérience de Vaux-en-Velin forte, je me suis dit, il faut offrir à ces jeunes les mêmes chances de réussite. Est-ce qu'il y a une rencontre pendant ces 6 premiers mois, quand tu pars du projet avec Yannick et tu le sors 6 mois après, est-ce qu'il y a une rencontre, un jeune, une maman, un papa qui t'a fait encore plus comprendre que c'était ta mission de vie? Ouais. Oui, j'ai eu une rencontre très forte avec une personne qui s'appelle Abdel Belmokadem, qui a grandi au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin et qui, à l'époque, était médiateur à la ville de Vaux-en-Velin. Parce qu'une ou 2 années avant qu'on crée le centre, il y avait eu des grosses émeutes urbaines à Vaux-en-Velin. Et c'était la première fois que dans des quartiers difficiles où il y avait des émeutes, il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts. Et Abdel, à l'époque, il avait à peu près mon âge, il avait 23-24 ans, il habitait au Mas du Taureau, et il avait soutenu la ville, le maire de l'époque, qui s'appelait Maurice Charrier, qui était un élu absolument formidable. Il avait aidé la mairie à essayer de résoudre toutes les tensions qu'il y avait dans le quartier. Voilà. Et Abdel, il avait pas son BEPC, pas son bac, c'était un boxeur. Il avait trouvé sa voie grâce à la boxe, grâce au sport, et on s'est rencontrés. Au début, il m'a vu arriver il me regardait un peu de travers, parce qu'en plus, les premiers rendez-vous que j'avais fait à Vaux-en-Velin, où je l'avais rencontré en mairie de Vaux-en-Velin, je venais de la banque, parce que je travaillais chez Paribas, donc j'arrivais à chaque fois en costard-cravate. Et Abdel, il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce cravateux qui vient nous expliquer la vie qui est jamais venu chez nous, qui est parisien en plus. Je vais me le faire. C'est clair. Voilà. Et en fait, la magie du sport, c'est qu'on partageait la même passion avec Abdel. Ouais. Et on partageait la passion du sport, donc on s'est retrouvés autour de cette passion, et on partageait une autre passion, en tout cas une autre envie, c'était d'aider des jeunes en difficulté, lui avec son histoire, et moi avec la mienne. Et quand tu arrives là-bas habillé, cravaté, avec une expérience qui est en plus parisienne, parce que tu étais parisien, est-ce que tu le sentais, ça? Est-ce que tu disais, ou est-ce que tu étais naïf, tu disais, il sait que je veux faire le bien, donc ça passera? Ou est-ce que tu disais, oulala, je cumule quand même les difficultés pour être accepté? Écoute, je pensais pas à ma cravate, parce que je me rappelle dans les premiers rendez-vous qu'on a fait à la ville de Vaux-en-Velin, pour proposer le projet de tennis de Noah, j'y allais avec tellement d'enthousiasme, tellement de conviction, et avec tellement l'envie chevillée au corps que le projet sorte de terre, que je pense qu'à un moment, ta passion, ton élan du cœur, ça emporte et ça suscite l'adhésion. J'avais reçu le chanteur Mika dans ce podcast, il me disait, je vais le citer, « Il faut un geste fou dans toutes les carrières. La tienne, la mienne, celle d'un boulanger, d'un financier, d'un sportif. Il y a toujours ce geste de folie où tu mets tout en risque. »
Et ça, c'est un changement de cap. Toi, c'est ça. Tu te retrouves normalement, tu es à Paris, tu es installé, normalement, ça devrait aller correctement. Et là, ouais. Un geste, un alignement. Un alignement, des rencontres qui touchent au cœur, un alignement. Et puis, ce premier projet à Vaux-en-Velin, l'idée de créer sport dans la ville, en allant plus vers des sports collectifs, au contact des jeunes aussi sur le terrain de tennis. Je me suis rendu compte que si on voulait les aider durablement, que l'enjeu numéro 1, c'était celui de l'emploi, de la formation et de l'emploi, parce qu'on s'intègre aujourd'hui par l'emploi en ayant un job. Bon. Et donc très vite, je me suis dit, il faut créer un projet avec des sports collectifs, parce que le sport collectif, c'est fédérateur, et avec une finalité d'accès à l'emploi. Tu te dis ça, mais encore une fois, tu as 22, 23 ans, tu gagnes bien ta vie. Tous tes amis à l'époque gagnent bien leur vie ou très bien leur vie. Et toi, tu sais que si tu prends cette voie-là, Philippe, tu sais que tu vas gagner 30% de moins qu'eux. Rien en démarrage. Rien en démarrage, mais ça, c'est l'entrepreneuriat. Mais après, tu sais, là aussi, tu le conscientises un petit peu, tu te dis oui, ou tu penses même pas, tu dis c'est ma passion, on verra. Je pense que je suis emporté par la passion, donc à aucun moment j'ai des considérations financières dans ma tête. Et puis le fait d'avoir grandi dans un environnement où j'ai jamais manqué de rien, voilà, je savais que je me retrouverais jamais à la rue. Bien sûr, tu avais ce safety net. On va se retrouver en 1998, c'est quel mois après où tu vas lancer Sport dans la ville. Aujourd'hui, on est des années après. Ta trajectoire est incroyable d'entrepreneur social, mais tu sais que si tu avais passé 10, 20, 30 ans à continuer ta carrière de banquier, les sommes auraient été totalement différentes. Est-ce qu'à un moment, tu as regretté les sommes financières que tu aurais gagnées On m'en parle parfois. Si je devais le refaire, je le referais 1000 fois. Parce que plus j'avance dans la vie et l'âge, même si je suis encore jeune. Tu es très jeune. Plus je suis convaincu que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà. La vie, elle passe en un souffle. Et je pense que la plus belle chose qui soit, c'est de donner. Après, en rebond de ce que tu viens d'exprimer, il y a aujourd'hui quelque chose qui me dérange un peu, notamment dans la sphère associative et puis dans la manière dont les gens peuvent appréhender ce sujet justement de rémunération dans la sphère associative. Moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui considèrent que on crée autant de valeur dans une association que dans une entreprise. Alors l'entreprise, elle crée de la valeur économique et l'association, elle crée de la valeur sociale. Mais ce sont deux valeurs qui ont au moins la même importance. Voilà. Et je pense aujourd'hui que dans la sphère associative, compte tenu de l'engagement qui est celui de beaucoup de gens, compte tenu de la valeur sociale et sociétale qui est créée, je pense qu'il y a une sous-rémunération de cette valeur. Et ça me dérange. Voilà. Même si les choses progressent. Et ça, dans ton organisation, dès le départ, tu as essayé de rémunérer ou tu rémunères alors, au départ, non, parce que t'avais vraiment pas de moyens. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, l'association a grandi, Sport dans la ville a grandi, et on essaie de faire en sorte que les gens soient correctement rémunérés. Mais ils seront toujours mieux rémunérés, ce qui te dérange, je comprends évidemment, s'ils partent en banque que s'ils viennent chez toi. Bien sûr. S'ils partent en conseil qu'ils viennent chez toi. Bien sûr. Mais ils vont trouver un sens. Ils vont trouver probablement un sens dans leur quotidien qui va être différent, en tout cas qui va probablement plus correspondre à ce qu'ils recherchent. Est-ce que tu me parlais tout à l'heure, et un sujet évidemment extrêmement personnel, quand tu dis que la vie passe en un souffle, je me souviens il y a quelques années de ça, il y a 4 ans de ça, quand tu as perdu ta maman, je sais à quel point elle comptait pour toi et à quel point tu as été dévasté par ce moment-là. Est-ce que ça t'a fait encore plus comprendre ce que tu viens de me dire là, c'est-à-dire que, bien sûr, voilà, on est poussière. On est poussière. Ma maman, je l'ai perdue, j'étais aux États-Unis. Je m'en souviens. Elle a eu un accident de voiture. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Elle est partie en un souffle. Et ça m'a rappelé combien chacune de nos vies n'est rien, ou d'une fragilité incroyable. Voilà. Et donc je pense, c'est ma conviction personnelle, que chaque instant de vie qu'on passe, eh bien, on doit le passer à partager avec les autres, donner à ceux qui ont moins, et puis aider ceux qui en ont besoin. Et en tout cas, c'est mon driver. Et il n'a pas changé.
On va rentrer sur Sport dans la ville. Tu démarres dans une grande année. Cocorico, victoire, première étoile. On va continuer d'en avoir des étoiles, mais là, c'était la première étoile de la Coupe du Monde 1998. C'est cette année-là que tu commences. Et là, tu commences, et c'est intéressant aussi de le signaler, pas seul. Parce que tu te dis, et j'aimerais bien que tu nous expliques pour toutes les auditrices, auditeurs qui disent est-ce que j'ai envie de me lancer? Est-ce que je me lance seul? Est-ce que je me lance avec une cofondatrice ou un cofondateur? Toi, tu décides de te lancer avec un cofondateur que tu avais rencontré sur les bancs de l'EM Lyon, donc Nicolas. Avec Nicolas et Sherman, on était ensemble à l'EM Lyon. On faisait du sport ensemble, on s'est rencontrés par le sport. Et quand on était étudiant, on se disait tiens, un jour, ce serait vraiment génial qu'on arrive à créer une association ensemble pour aider des jeunes en difficulté. Voilà, donc on a vu cette idée commune à l'EM. Et quand on décide de créer Sport dans la ville en 98, moi je démissionne de chez Paribas pour m'investir à plein temps dans la création du projet. Et Nicolas décide de devenir président bénévole de l'association. Et il l'est depuis le premier jour et il l'est toujours. Voilà, il a eu un engagement formidable, notamment dans toute la phase de démarrage. Et on avait vraiment un binôme très proche, même si lui a continué à avoir une activité professionnelle et moi c'était un plein temps. Oui, c'est ça, c'est quand même, et je l'ai vu dans notre relation à tous les deux, j'ai rencontré évidemment et j'apprécie énormément Nicolas. Ça a continué à fonctionner. Souvent, voilà, vous êtes tous les deux au départ. Dès le départ, toi, tu as travaillé plus sur le projet, parce que c'était un plein temps. Lui a toujours été là, en support. Lui, il a continué justement sa vie dans la finance, parce qu'il a un extrêmement beau parcours dans la finance. Est-ce qu'il y a des moments où justement vous avez été désalignés tous les deux? On n'a jamais été désalignés sur les choix à faire pour Sport dans la ville et pour les jeunes de Sport dans la ville. À plusieurs reprises, j'ai essayé de pousser Nicolas pour qu'il me rejoigne à plein temps. À plein temps, exactement. Il a hésité à un moment? Il a hésité, mais après, il avait un environnement familial différent du mien et ça a très certainement impacté dans sa prise de décision. Je l'ai toujours accepté et compris. Voilà, après, tout à l'heure, je disais, si c'était à refaire, je le referais 10 fois. Oui, je le referais 10 fois, mais pas seul dans le quotidien. Parce que j'ai trouvé que les premières années à Sport dans la ville, les 5-6 premières années où j'étais vraiment dans le dur et seul dans le quotidien. Alors, j'avais les jeunes, les éducateurs, donc qui étaient des liens bien sûr très forts, et puis c'était des moments de ressourcement très forts, mais j'ai trouvé que dans la construction et le développement entrepreneurial du projet, d'être seul dans le quotidien, c'était pesant. Donc ça, c'est un conseil que tu donnes, c'est absolument ne pas partir seul, partir avec quelqu'un. C'est mieux, je pense. C'est mieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditrices et auditeurs, en quelques phrases, qu'est-ce que Sport dans la ville? Sport dans la ville, c'est aujourd'hui la principale association d'insertion par le sport en France. Et c'est une association qui a pour mission, au travers des centres sportifs que l'on crée, que l'on anime en pied d'immeuble dans les quartiers difficiles où on intervient, d'emmener un maximum de jeunes vers un projet d'emploi. En entreprise, pour la plupart d'entre eux, ou vers un projet de création d'entreprise pour les jeunes qui ont la capacité à créer leur boîte. Voilà, et pour moi, Sport dans la ville, c'est vraiment... tout démarre par le sport, la rencontre avec les jeunes démarre par le sport, et l'objectif de l'association, c'est de permettre à nos jeunes de devenir des champions, mais des champions du travail et des champions au travail. Tu parles de bien-être, de bien vivre, c'est ça que tu vas essayer de promouvoir au quotidien, d'expliquer que par le sport, parce que toi tu aimes beaucoup le sport, c'est que tu dis il y a des règles à suivre, il y a un moment où il va falloir quand même rentrer dans un modèle, un moule, mais un moule obligatoire si on doit aller justement plus loin. C'est sur quoi ça que tu as commencé à construire Sport dans la ville. Tu as construit ça, justement, tu parles des pieds d'immeubles dans des quartiers prioritaires de la ville, c'est comme ça que vous vous êtes développé. Comment les gens vous ont vu arriver? Alors là, tu avais Yannick Noah au départ, donc ça change, c'est un peu plus simple quand tu vas à Vanvelin. Quand tu as le jeune Philippe Audoux qui arrive, qui a 24 ans, parce que tu as 24 ans à ce moment-là, et que tu dis, les gars, je vais faire quelque chose que personne n'a jamais fait, et je vais le faire comme ça, combien de portes se ferment? Quel est le premier maire, quelle est la première collectivité locale qui te fait confiance? C'était la mairie de Vanvelin. Toujours. Donc avec Maurice Charrier. Et puis la mairie de Lyon. À l'époque, c'était Raymond Barre et Gérard Collomb qui étaient aux affaires. Dans le 9e arrondissement, dans le quartier de la Duchère. On a toujours été bien accueillis parce qu'on n'y est jamais allé seul.
Hein. À chaque fois, c'est une mairie qui nous accueille sur un territoire, sur son territoire. Donc, on est accompagné par la mairie. On crée des infrastructures sportives de qualité en pied d'immeuble. Donc, quand on est enfant, qu'on habite dans un quartier, qu'on voit un beau terrain de foot ou un beau terrain de basket qui voit le jour au pied de chez soi, ça enthousiasme. On vient avec des éducateurs sportifs. Hein. Les éducateurs, ils sont issus, pour la plupart d'entre eux, des quartiers où on intervient. Donc, ils font le lien aussi avec le quartier. Et puis, quand on a lancé Sport dans la ville, à Lyon, au tout démarrage, on a été très soutenu par l'Olympique Lyonnais et puis par le club de basket de l'Asvel. Et à chaque fois qu'on inaugurait un nouveau centre, tous les joueurs venaient. Je peux te dire, je me rappelle de l'inauguration de notre premier centre de football au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. C'était en 2020. C'était à l'époque où l'Olympique Lyonnais commençait à monter en puissance d'un point de vue sportif. C'est une belle décennie de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et tous les joueurs pros, les 25 joueurs pros emmenés par Sonny Anderson à l'époque, sont venus inaugurer le terrain. Il y avait 1000 gamins qui étaient là, c'était la folie. Bon, donc tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on crée un centre, on n'est jamais seul. Il y a des éducateurs, il y a des acteurs du quartier, puis il y a des clubs sportifs. Moi, je te propose maintenant une pause amicale. On a demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Alexandre, et merci de me donner l'occasion de poser une question à Philippe Audoux, que j'admire profondément par son engagement auprès des autres et par son humilité. J'aimerais demander à Philippe pourquoi avoir développé Sport dans la ville dans notre belle ville de Lyon plutôt qu'à Paris, près du pouvoir politique et médiatique. Question donc de Laurent Prudhomme, qui est maintenant le directeur général, le CEO de l'Olympique Lyonnais. Tu me parlais de l'Olympique Lyonnais, donc voilà. Très bonne question. D'abord, on a créé Sport dans la ville là où on se trouvait. Et à l'époque, on était à Lyon. Donc, pour nous, c'était assez naturel de démarrer à Lyon. Oui, mais c'est pas comme si tu étais lyonnais depuis 10 ans. Non. Tu aurais pu facilement revenir à Paris et le faire à Paris. Alors, on a vu cette première expérience bénévole avec l'association de Yannick Noah. Donc, on avait quelques contacts en local. Et puis, on s'est rendu compte très vite, en passant du temps dans les quartiers, que les besoins étaient immenses. Donc, ils étaient à nos portes. Donc, on s'est dit, on va faire ça là où on est. Et là, on a pu identifier les besoins. Et avec le recul du temps, je suis super content qu'on ait créé Sport dans la ville à Lyon parce que je ne suis pas certain que l'association se serait développée comme elle s'est développée si on avait démarré à Paris. Voilà, parce qu'à Paris, il y a un environnement public parfois qui est plus compliqué avec les élus locaux, avec les ministères. Et donc, c'est génial qu'on ait démarré à Lyon. On va parler de financement. Tu le disais, Epic a eu le bonheur et la chance de pouvoir vous soutenir et de vous aider pendant des années de ça. Parle-nous un peu du modèle, en fait. Le modèle, c'est 30% des fonds publics, donc 70% des fonds privés. Quel est le budget aujourd'hui de Sport dans la ville ? Alors, tout ce qu'on propose aux jeunes est gratuit. Hein. Important de le préciser, évidemment. 100% de nos actions sont gratuites pour les 14 000 jeunes qui sont inscrits cette année à l'association. Mais tout a un coût. Et donc, il faut bien sûr qu'on finance toutes nos actions sportives, d'accès à l'emploi, de séjours de vacances, enfin, tous les programmes qui sont mis en place par Sport dans la ville. Et on est en 2000, cette année, enfin, on a un budget global de fonctionnement de 25 millions d'euros, où on est financé à 70% par des dons d'entreprises, de fondations d'entreprises, de donateurs particuliers, et 25% de financement public. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tellement le monde de l'ESS, le monde de l'entrepreneuriat social, 25 millions, c'est considérable. Là, on est vraiment dans les hautes sphères en termes de budget, donc c'est important de le signer. Donc, tu es vraiment parti de zéro, d'une feuille blanche. Donc, encore une fois, félicitations pour ces budgets. Et les budgets, ça veut dire quelque chose, c'est que derrière, tu as implémenté tout un tas de programmes, tu as permis à beaucoup de jeunes. Là aussi, quand on te parle d'impact, quels sont les chiffres que tu peux donner aux auditrices, auditeurs ? Tout ce qu'il y a d'important pour nous, c'est de savoir ce que deviennent les jeunes de Sport dans la ville une fois qu'ils ont quitté l'association et qu'ils ont pris leur envol. Depuis le premier jour, notre promesse originelle, si j'ose dire, c'est de dire aux jeunes de Sport dans la ville, vous avez grandi dans des quartiers et on va essayer de vous offrir les mêmes chances de réussite que celles et ceux qui ont grandi dans des environnements un peu plus favorisés. Aujourd'hui, le taux de chômage national, la moyenne nationale du chômage des jeunes, il est de l'ordre de 16-17%. Dans les quartiers prioritaires de la ville où on intervient, le taux de chômage des 16-25 ans est de 35 à 40% en fonction des quartiers où on intervient. Aujourd'hui, le taux de chômage des anciens de Sport dans la ville, qui sont passés par notre programme Job dans la ville, il est de 16%. Voilà, donc on est dans la moyenne nationale. Donc voilà. 2 fois
2 fois moindre que dans les quartiers prioritaires. Où le programme Sport dans la ville n'est pas efficace, n'est pas activé. Exactement. Donc ça, c'est assez... Voilà, et donc ça, c'est des mesures tangibles, et cette évaluation de l'impact, on l'a fait tous les ans maintenant, depuis 4-5 ans, pour voir comment oscillent ces résultats. On continue avec une pause alignement. Alors, une pause alignement, pause alignement, c'est en phase avec mon livre, Pause pour une vie alignée. C'est une méthode pour assumer et embrasser la vraie version de nous-mêmes, en fait. La difficulté qu'on voit dans l'alignement, c'est que souvent, on donne la meilleure version de nous-mêmes, qui est la plupart du temps pas la vraie, en fait, parce qu'on ne peut pas toujours, et certainement jamais, on peut pas toujours être parfait, 100% aligné. Voilà. Et donc, un petit quiz pour toi, parce qu'à la fin de ce livre, j'ai plein d'exercices et je vais t'en poser quelques-uns. Tout d'abord, qu'est-ce que pour toi une vie alignée ? Pour moi, une vie alignée, c'est une vie, quand on se réveille le matin, on est heureux de se lever, et on sait qu'on va faire des choses qui sont en phase avec ses convictions et son cœur. Dans le livre, je parle souvent des rencontres, des gens qui, dans notre vie, nous ont à un moment ou à un autre apporté énormément. Quelles sont ces 3 personnes que tu pourras jamais suffisamment dire merci, à qui tu as peut-être dit merci ? Philippe Krajicek, mon ami autrichien, D'accord. qui est parti trop tôt, qui a été une rencontre magnifique, sportive. Yannick Noah, ça a été une super rencontre. Mon engagement avec Faites le mur, c'est pas terminé comme j'aurais aimé qu'il se termine, mais c'est un type qui m'a touché au cœur par la sincérité de son engagement et puis par son charisme. Et ma rencontre avec lui a été déterminante dans la création de Sport dans la ville. Et puis il y a une 3e et dernière personne à laquelle je pense, c'est Henri Lachmann, qui était le président de Schneider Electric. Et ça avait été mon parrain de promotion à EM Lyon. Et quand j'ai eu l'idée de créer Sport dans la ville et que j'étais déterminé à aller jusqu'au bout, je suis allé le voir. Parce que quand il était venu nous remettre nos diplômes à l'EM Lyon, il nous avait dit « Ouais, moi j'aimerais bien que dans cette promotion, il y en ait qui s'engagent un peu pour les autres, qui créent des associations et tout ça. » Et je m'étais rappelé de ça. Et quand en 97-98, on décide de lancer Sport dans la ville, je lui écris et je lui dis « Monsieur, je me rappelle de ce que vous nous avez dit. J'aimerais pouvoir vous rencontrer pour vous parler de mon projet. » 8 jours après, j'étais dans son bureau à Paris. Il m'écoute pendant 20 minutes. Il me dit « Votre projet, c'est top. Je vais vous demander quelque chose. » Il était, pour la petite anecdote, à l'époque, il était administrateur de Paribas. Je bossais chez Paribas. Il me dit « Philippe, je vais vous demander quelque chose. Vous allez sortir de mon bureau, vous allez démissionner de chez Paribas. D'accord ? Et je serai votre premier soutien. » Je suis sorti de son bureau, j'ai démissionné de chez Paribas, et il a été notre premier soutien, et 25 ans plus tard, il est toujours. C'est quelqu'un de fantastique. Je dis souvent qu'il y a quelque chose d'important, c'est de remercier, de remercier. Tu le remercies souvent ? Ouais. Tu sais remercier facilement, toi ? J'aime beaucoup dire merci. Ah, c'est le mot le plus simple et le plus beau qui soit. Si tu pouvais nous donner un moment de vie qui a été très difficile dans ta vie, et tu as réussi à en faire quelque chose. T'es devenu meilleur après. Le départ de ma mère, on en parlait tout à l'heure, accidentel. Le ciel m'est tombé sur la tête. En quoi ça t'a fait devenir meilleur ? Ma mère, elle me disait souvent, mon fils, ne lâche rien dans ce que tu fais. Et je pense que après son départ brutal, dans mon engagement notamment à Sport dans la ville, plus que jamais, j'ai décidé de rien lâcher. Parce que c'était un projet, quand je me suis lancé, elle m'a pris un peu pour un fou parce que ma mère n'était pas une entrepreneuse, mais quand on aime ses enfants, on les suit dans leur choix. Et donc, très vite, quand elle a vu ce que ça produisait comme impact pour les jeunes qui en bénéficiaient, elle est devenue très supportive. Voilà, et j'ai envie de continuer, d'aller jusqu'au bout de ce projet de vie, parce que c'était un projet dans lequel elle croyait. Quels sont tes petits plaisirs au quotidien ? J'aime bien faire des blagues, j'aime bien rigoler. À Sport dans la ville, il y a une super ambiance dans l'équipe. Au bureau, parfois on se fait des petites pauses blagues. Voilà, et puis j'aime bien faire du sport aussi, mes petits plaisirs. Tu joues toujours du tennis ? Ouais, aller taper la balle, aller courir. Voilà, et puis passer du temps. J'ai 3 enfants qui grandissent, passer du temps avec eux, c'est des vrais. C'est pas des petits plaisirs, c'est des grands plaisirs. Tu fais du sport avec eux ?
Oui, je fais du... Ils te battent au tennis? Non, pas encore. Non. Ça va arriver. Hein. J'en profite. Mon aîné a que 16 ans, mais ça va arriver. Et quel serait ton conseil pour être plus aligné? Avoir le courage de ses sentiments. C'est pas toujours simple. Et je pense quand on a des interrogations, on a souvent la réponse à ces interrogations au fond de soi. Savoir s'écouter et savoir mettre en application ce que nous dit notre petite voix intérieure. Revenons au parcours de sport dans la ville. 99, donc vous ouvrez vos premiers centres, 98, 99. Et puis là, vous commencez de région lyonnaise. Et puis là, il y a quelques années, en fait, avant de commencer à voir que ce que vous pouvez faire, enfin, ce que vous faites, vous pouvez le faire ailleurs. En 2012, c'est l'Île-de-France. 2017, c'est les Hauts-de-France. 2020, région Sud. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça a pris un peu de temps? Il a fallu qu'on en ait envie. Donc l'envie, parfois, elle met un peu de temps à venir. Mais à un moment, on en a eu envie. Et puis, pour réussir un essaimage sur ce type de projet, il faut des porteurs de projets locaux. Parce que tout se fait dans la proximité avec les jeunes, leurs familles, les territoires. Et en fait, en 2011-2012, Quentin, dont tu parlais tout à l'heure, Moreno, nous a rejoints en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est venu passer 2 ans à Lyon avec nous, avec pour objectif de développer... L'essaimage. Notamment sport dans la ville en Île-de-France dans un premier temps. Voilà, et donc Quentin a réussi l'essaimage de sport dans la ville en Île-de-France, et du coup ça nous a mis en confiance pour aller sur d'autres territoires. Donc, il faut de l'envie, et puis il faut les bonnes personnes. Et puis on revient du financement aussi. Et puis du financement. Parce que ça, c'est vrai que tu peux imaginer vouloir quelque chose, le financement va être assez obligatoire. Comment les Parisiens d'abord, et puis après les autres régions t'ont vu arriver? On a été assez facilement acceptés. Le premier centre qu'on ait ouvert à Paris, c'était à Sarcelles. Sarcelles, ouais. Et c'était à un moment où on avait déjà une quinzaine de centres en fonctionnement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les élus d'une région à l'autre se parlent beaucoup. Et donc le maire de Sarcelles, à l'époque, François Pupponi, il a pris son téléphone, il a appelé Gérard Collomb en lui disant comment ça sport se passe, dans la ville, c'est du sérieux à Lyon, on peut leur faire confiance. Ils sont venus me voir pour créer un premier centre à Sarcelles, est-ce qu'on peut y aller? Et Collomb lui a dit ouais, je pense que tu peux y aller, on a fait des bonnes choses ensemble à Lyon. Voilà, donc cette dimension de lien public entre les acteurs des territoires, elle est importante. Combien vous êtes de programmes dans Sport dans la ville? On a 5-6 programmes. Et donc, tous, quand on dit programme, c'est justement ce programme de Elle dans la ville, ce programme de Entrepreneurs dans la ville. Et donc, l'objectif final pour toi, c'est simple, c'est un emploi. C'est un emploi. C'est ça. On démarre par le sport, dès 6 ans, les jeunes peuvent nous rejoindre. Donc, c'est le sport. Après, on a développé un programme de soutien scolaire à domicile pour les jeunes qui sont en grande difficulté à l'école, pour essayer de faire en sorte qu'ils restent à l'école, parce qu'on pense que c'est un enjeu absolument clé. Et puis après, on a effectivement un programme à destination des jeunes filles, Elle dans la ville. Et après, nos 2 programmes d'accès à l'emploi, Job dans la ville et Entrepreneurs dans la ville. Et précisons-le, ça ne s'est pas développé comme ça au jour 1, puisque tous les 3, 4, 5 ans, vous êtes mis à voir, en fait, et surtout d'être à l'écoute. Et vous avez rendu compte qu'il manquait quelque chose, chaque fois. Et encore aujourd'hui, vous construisez à nouveau, vous écoutez et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, et donc vous essayez de les faire. On part toujours du besoin des jeunes. Philippe, je te propose une autre pause, une pause amicale. On en a parlé tout à l'heure. Nicolas Eskerman. Philippe, Sport dans la ville est partenaire officiel du programme d'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024. Même si tu ne remplis pas tous les critères, est-ce que tu accepterais d'être le porte-drapeau de la délégation olympique française lors de la cérémonie d'ouverture pour rendre un hommage particulier aux jeunes et à l'impact sociétal de cette Olympiade? Message de Nicolas. La réponse, elle est immédiate, ce serait oui. Parce que d'être porte-drapeau de nos équipes tricolores, c'est un truc de dingue. Et puis alors, porter le drapeau pour représenter tous les jeunes de sport dans la ville, oui, 1000 fois. Ça serait génial. Mais ce sera dans une autre vie. D'accord. Il y a peu de chance, Nicolas, que ça arrive dans cette vie-là. Mais en tout cas, merci Nicolas pour ta question. Et c'est vrai que tu as travaillé pendant des années. Je me souviens qu'il y a des années de ça, pendant la candidature, j'ai eu la chance de t'avoir... On s'est rencontrés comme ça. Exactement, puisque je présidais plutôt un comité qui s'appelait Sport et Société, et lequel tu étais avec nous, et justement on travaillait sur ces sujets d'inclusion par le sport, sujet que tu maîtrises évidemment très très bien. Est-ce que tu vois une évolution, toi qui travailles maintenant dans les quartiers depuis plus de 25 ans?
Est-ce que tu vois une évolution de ces quartiers ? Il y a une situation depuis 25 ans qui est assez stagnante. On a assisté à la rénovation urbaine massive parfois qui a été réalisée avec des transformations urbaines très intéressantes qui ont pu être faites. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a une forme de paupérisation de la vie associative. Depuis que Sport dans la ville existe, on a vu un nombre d'associations disparaître dans ces quartiers très important. Et du coup, le lien social, aujourd'hui, au cœur de ces territoires, il est sans doute moins aisé qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Quelle est la projection que tu fais de Sport dans la ville ? Je me projette à 10 ans. Tu te projettes à 10 ans ? Voilà, on a présenté en début 2023 à l'ensemble de nos partenaires notre projet de développement à 10 ans. Et depuis que l'association existe, on a accompagné au total 40 000 jeunes dans leur parcours éducatif, leur parcours d'insertion. Et on a aujourd'hui 70 centres en activité et on aimerait, dans 10 ans, en avoir une centaine de plus et faire en sorte que l'association, au travers de ces différents programmes, puisse accompagner et soutenir 100 000 jeunes dans toute la France et notamment en s'implantant dans des villes et des quartiers où on n'est pas présent aujourd'hui. Question sur la définition d'entrepreneur à mission. Tu es un exemple parfait d'entrepreneur à mission. J'avais reçu ici le cofondateur de Change Now, ce célèbre grand événement annuel qui a lieu à Paris. Soyons un petit cocorico qui est un certain le plus grand événement qui touche tout ce qui est sociétal et environnemental à Paris, Santiago Lefebvre, qui avait répondu, je le cite, « Quelqu'un qui entreprend pour quelque chose de plus grand que lui-même ». Est-ce que ça, c'est une définition qui te plaît d'entrepreneur à mission ? Pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui entreprend avec son cœur. Un entrepreneur de la tech ou un autre entrepreneur pourrait le faire avec son cœur. Oui, alors avec pour objectif principal de soutenir une cause, de soutenir un public en difficulté. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui met les outils de l'entreprise au service de la cause qui sert. Et ça, moi, c'est une dimension à laquelle je suis très attaché parce que quand on s'engage dans un projet associatif, c'est pour avoir des résultats, pour avoir de l'impact, pour être utile. Et je trouve que on n'utilise pas suffisamment les outils de l'entreprise qui peuvent être très utiles pour servir une cause. J'aime bien cette définition-là. Et pour terminer, une autre pause amicale, une troisième pause amicale, un ami à toi. Philippe, si le destin ne t'avait pas fait croiser la route il y a 25 ans des jeunes pleins d'énergie des banlieues lyonnaises, pour quelle autre cause aurais-tu pu t'engager ? Question de ton pote Emmanuel de Courcelles, fondateur et CEO de Retail International. Ouais. Je pense que j'aurais pu m'engager dans une cause musicale pour aider des gens à faire de la musique. Avec Yannick Noah, t'avais tout là. Ouais. Ouais. J'adore la musique et notamment j'adore la musique classique que j'ai découverte à Vienne, qui est la Mecque de la musique classique. Et c'est vrai que la musique, comme le sport, c'est magique. Voilà, donc je pense que j'aurais pu m'investir dans un projet avec une forte dimension musicale. Je vous propose maintenant une pause musicale. Philippe, quelle est ta chanson culte ? C'est une chanson peut-être un peu triste, mais qui me porte quand même. Vas-y. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Je voulais simplement te dire. Ah, oh là là, elle est belle. C'est une chanson qu'il a, je crois, écrite pour Balavoine quand Balavoine est décédé. On va en écouter un extrait. Je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Te dire que c'était pour de vrai, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour de faux, que c'était bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.